Les iPhones, c'est nul, c'est vraiment de la merde. Toujours les mêmes mises à jour, rien de nouveau. Encore un iPhone qui ressemble aux autres. C'est ce genre de choses qu'on peut entendre chaque fois qu'un nouvel iPhone est annoncé. Mais pourquoi les mêmes personnes qui critiquaient se retrouvent souvent à acheter ces mêmes iPhones? Mais quelle magie noire Apple utilise pour convertir ses détracteurs en consommateurs de produits Apple? C'est ce que je vais t'expliquer dans la vidéo d'aujourd'hui. Et crois-moi, Apple est bien plus malin et intelligent que tu ne le penses, car ils utilisent plusieurs mécaniques très malignes que je vais t'expliquer pour te faire sortir le billet pour leurs produits, surtout pour l'iPhone. Nous sommes en 2026 et on aura bientôt les iPhone 18 après tous ces iPhones qui pour beaucoup se ressemblent trop, même si ceux qui défendent Samsung semblent oublier ça. D'ailleurs, toi, t'es plutôt de la team iPhone ou Android, parce que peu importe ta réponse, ce que je vais t'expliquer maintenant risque de t'étonner. Que tu utilises des iPhones depuis des années ou que tu détestes Apple depuis tout aussi longtemps, il y a quelque chose qui se passe dans ton cerveau qu'Apple a bien compris avant toi. Et ça, c'est pas moi qui le dis, parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'an dernier, par exemple, en 2025, Apple a expédié 247 millions d'iPhones dans le monde. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie, les gars. C'est comme s'ils vendaient environ 677 000 iPhones par jour, donc 28 200 iPhones par heure. Et dis-toi que le seul quatrième trimestre 2025, pendant les fêtes de fin d'année, les ventes d'iPhone ont généré 85 milliards de dollars. Un record absolu dans toute l'histoire d'Apple. Tim Cook lui-même, lors de la présentation des résultats en janvier 2026, a qualifié la demande de tout simplement stupéfiante. Et pendant ce temps-là, sous les posts de chaque annonce d'Apple, on pouvait voir quoi? Ouais, y a rien de nouveau. Bah, quelle arnaque! Je vais jamais acheter ça. Apple se fout vraiment de nous tous les ans, sans exception. Mais du coup, qui sont ceux qui ont acheté ces 247 millions d'iPhone? Parce que là, on a deux réalités qui coexistent. D'un côté, t'as ceux qui critiquent et de l'autre, t'as des records de vente qui explosent. Et lorsqu'on prend le temps de creuser, on comprend assez vite que tout ça n'est pas qu'une simple coïncidence, parce qu'en fait, Apple ne subit pas la critique. Bien au contraire, la marque à la pomme l'intègre dans son modèle. En gros, les haters font partie du plan. Bon, là, tu dois te dire, mais Manos, comment ça les haters font partie du plan? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir maintenant. Et après toi, parce qu'il y a 5 mécanismes qu'Apple utilise pour te faire tomber dans son piège. On commence par le premier mécanisme, le spectacle des keynotes plus la dopamine. Chaque année, en septembre, Apple organise sa fameuse keynote que tu dois sans doute connaître. Une grande cérémonie où ils dévoilent leurs nouveaux produits. À ce moment-là, t'as deux types de personnes derrière leurs écrans. Les fans qui attendent ça comme Noël et bien sûr les haters qui regardent ça juste pour voir ce qu'ils ont encore pondu comme merde cette année. Sauf que dans les deux cas, tout le monde regarde et c'est exactement là où Apple commence à travailler, parce qu'une keynote Apple, ce n'est pas une conférence de presse lambda, c'est du théâtre pur. Un ancien employé Apple, Mike Evangelis, Thema le nom du book, l'a décrit comme ça de l'intérieur, un mélange incroyablement complexe d'argumentaire commercial, de démonstration produit et d'animation d'entreprise avec une touche de revival religieux. Bon, en même temps, le mec il s'appelle Mike Evangelis. Et ça, c'est pas moi qui le dis, mais un gars de chez Apple depuis Steve Jobs en 2007 qui a présenté le premier iPhone sur scène comme s'il allait changer le monde. Et d'ailleurs, il a changé le monde. Apple a transformé le lancement de produits en un événement culturel mondial. La keynote iPhone 16 en 2024, par exemple, a cumulé 25 millions de vues en 48 heures. Et voilà où ça devient intéressant. Ton cerveau se fout et est génétiquement câblé pour désirer la nouveauté. C'est pas une opinion, c'est de la biologie. Sandeep Teki, neuroscientifique à l'université d'Oxford, explique que l'acte de rechercher quelque chose de nouveau déclenche de la dopamine dans le cerveau. Bah ouais, logique. Tu sais, cette molécule du plaisir et de la récompense. C'est le même mécanisme que quand tu scrolles sur Instagram et que tu tombes sur un truc qui te surprend. Apple le sait et construit chaque keynote autour de ça. La musique, la lumière, le rythme, les annonces, le one more thing, final, tout est millimétré pour provoquer exactement cette réaction. Du coup, résultat, même le hater qui regarde pour critiquer repart avec des images plein la tête. Le nouveau design, la nouvelle couleur, la nouvelle feature. Son cerveau a enregistré tout ça et inconsciemment, la machine est lancée. Et c'est là qu'on arrive au mécanisme 2. Et celui-là, il est peut-être le plus difficile à accepter. L'iPhone, ce n'est pas vraiment un téléphone. Enfin, si, techniquement, c'est un téléphone. Mais dans la tête des gens, et surtout dans la façon dont la société le perçoit, c'est bien plus que ça. C'est un signal, un code, une façon de dire aux autres qui tu es, ou plutôt qui tu veux qu'on pense que tu es. Les psychologues appellent ça le self-signaling. L'idée que nos achats ne servent pas qu'à satisfaire un besoin pratique, ils servent à construire et à projeter une identité. Et vous savez, Apple l'a construit mieux que n'importe quelle autre marque tech au monde. Ils ne vendent pas un smartphone avec une puce A20 Pro et un capteur de je ne sais combien de mégapixels. Eux, ils vendent l'image d'une personne créative, moderne, qui a du goût, quelqu'un qui est dans le coup. Et dans cette stratégie, un prix élevé, ce n'est pas un défaut, mais plutôt une feature. Une étude de l'indice Siegel égal, enfin, je sais pas comment ça se lit. En tout cas, cette étude montre que depuis 2009, les marques perçues comme les plus simples et les plus premium ont performé le marché boursier de 686%. Et devine qui est en tête de ce classement depuis des années? Eh bien, notre marque à la pomme, bien sûr. For sure. Plus c'est cher, plus ça donne l'impression que c'est exclusif. Et plus c'est exclusif, plus les gens veulent en faire partie. Résultat, même quelqu'un qui critique l'iPhone sait pertinemment ce que ça signifie socialement d'en avoir un. Et je sais que vous voyez très bien de quoi je veux parler. Un iPhone, c'est connecté à l'essentiel et à cette question fondamentale que tout le monde se pose en vrai sans se l'avouer. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? Pour te l'illustrer, t'as juste à penser aux sessions de vannes que les mecs avec des Android qui avaient ce genre d'emoji se prenaient. Se faire vanner juste pour des smileys,
de ton smartphone, c'est hard. D'ailleurs, il y a une étude de l'université Duke qui a montré ce truc complètement dingue. Même moi, j'étais choc-barre quand j'ai vu ça. En gros, des participants ont été exposés de façon subliminale, donc sans forcément s'en rendre compte, soit au logo Apple ou au logo IBM. IBM qui est, pour ceux qui ne connaissent pas, une multinationale informatique. Et figure-toi que ceux qui avaient vu le logo Apple ont ensuite obtenu de meilleurs résultats sur des tests de créativité. Je sais pas si vous voyez la dinguerie quand même. Donc juste un logo, même pas le produit, hein, juste l'image de la marque a suffi à avoir de tels résultats. Voilà donc ce que Apple a construit, pas juste un téléphone, une identité que les gens veulent porter. Et le hater qui refuse de l'acheter, il le refuse justement parce qu'il sait exactement ce que ça représente. Qui veut dire qu'il y pense tout autant que la personne qui est fan d'Apple. Et c'est là qu'on arrive au troisième mécanisme. Et celui-là, c'est probablement le plus vicieux car on ne parle plus de psychologie individuelle mais d'une stratégie délibérée d'Apple pour créer une pression sociale autour de leurs produits. Est-ce que tu as déjà entendu parler de la bulle verte? Même si ce n'est plus trop le cas maintenant parce que les choses ont beaucoup changé. Lorsque tu avais un iPhone et que tu envoyais ou recevais un message de quelqu'un qui avait un Android, son message apparaissait en vert dans ta conversation. Alors que les messages entre utilisateurs d'iPhone, eux, apparaissaient en bleu avec iMessage. Et ce truc qui peut sembler super banal avait, figure-toi, créé un phénomène social massif, particulièrement chez les ados. Le Wall Street Journal avait mené une enquête là-dessus et les résultats étaient flippants. T'avais des étudiants, des adolescents qui décrivaient une véritable peur de l'ostracisme social lié au fait d'avoir une bulle verte, des groupes d'amis qui excluent quelqu'un parce qu'il a un Android, des témoignages de gens dont les amis ont réagi avec « Berk, c'est dégoûtant » en voyant une bulle verte dans une conversation. Ouais, tout ça pour une couleur de message, ce monde est vraiment fou. Et le truc vraiment dingue, c'est que le département de justice américain, le DOJ, a officiellement attaqué Apple là-dessus en 2024. Et dans la plainte, ils accusaient Apple de provoquer une stigmatisation sociale des utilisateurs Android à travers la bulle verte. Et pire encore, ils qualifiaient même cette bulle verte de marque d'exclusion et de blâme. Faut quand même se rendre compte de la dinguerie quoi. Parce que là, ce n'est pas un truc qui a été dit par un blog ou quelqu'un sur internet, mais le gouvernement des États-Unis. Et Hiroshi Lockheimer, le vice-président de Google en charge d'Android, a publiquement accusé Apple d'utiliser la pression des pairs et l'intimidation comme moyen de vendre des produits. Pour lui, le verrouillage d'iMessage était une stratégie d'Apple. Et des mails internes d'Apple révélés pendant le procès qui opposait Apple à Epic Games, tu sais les gars derrière Fortnite, ont confirmé qu'Apple était parfaitement conscient de ce phénomène. Bon, en même temps, ça étonne qui? Et qu'ils ont choisi de ne rien changer, bah parce que ça marche. AirDrop aussi, cette fonctionnalité qui permet d'envoyer des fichiers instantanément entre appareils, Apple fonctionne uniquement entre appareils Apple. Bah ouais, logique. Même s'il y a des solutions alternatives qui existent maintenant, tu ne pouvais pas airdropper quelque chose à quelqu'un qui a un Android. Et là, on avait encore une friction volontaire qui poussait les gens à vouloir rentrer dans le cercle d'Apple. Résultat, des millions de gens qui critiquaient l'iPhone se sont retrouvés à en acheter un parce que leur entourage avait un iPhone. Pas parce qu'ils ont changé d'avis sur le produit, mais parce que rester dehors devenait socialement inconfortable. Ah non, les mecs de l'équipe marketing d'Apple, c'est vraiment des génies quoi qu'on dise. Et là, on arrive au quatrième mécanisme. Et celui-là, il est tellement intégré dans ton quotidien que tu ne le vois même plus. Dis-moi, combien de fois par jour tu vois un iPhone? Que ce soit dans la rue, dans le métro, dans les transports, sur les réseaux, dans les séries que tu regardes, dans les clips de tes artistes préférés et même dans les mains de tes potes, ta famille, tes collègues. Ouais, on est d'accord, des dizaines de fois, des centaines de fois même parfois. Et bah, crois-moi, c'est pas un hasard. En psychologie cognitive, il y a un phénomène qui a été identifié par le chercheur Robert Zajon qui s'appelle l'effet de simple exposition. Et le principe, lui, il est simple. Plus tu es exposé à quelque chose, plus ton cerveau développe une préférence pour ce truc. Et ce, même sans que tu t'en rendes compte. Même si au départ tu t'en foutais ou que tu n'aimais pas, la répétition va créer la familiarité et la familiarité va créer la préférence. Apple a construit toute une machine autour de ça. Tiens, prenons la campagne Shot on iPhone par exemple, des photos et des vidéos prises avec un iPhone affichées sur des panneaux publicitaires géants dans le monde entier, partagées des milliards de fois sur les réseaux. Une campagne qui a cumulé 6,5 milliards de vues. Ton cerveau a vu des images produites par un iPhone tellement de fois qu'il a commencé à associer iPhone avec qualité, avec beauté et modernité et tout ça inconsciemment. Et t'as remarqué un truc dans les films et séries, ils ont généralement entre leurs mains soit des iPhones, soit des MacBooks. Et je sais que vous pouvez me le confirmer en plus et ça ce n'est pas une simple coïncidence non plus. Résultat, même le hater qui n'a jamais possédé d'iPhone, il a le cerveau bombardé d'images positives associées à ce produit depuis des années et son esprit a déjà formé une opinion bien avant qu'il prenne une décision consciente d'achat. Et c'est exactement là où le cinquième mécanisme entre en jeu. Et celui-là, il s'adresse plus particulièrement à ceux qui ont déjà mis le pied dans l'univers Apple, comme moi par exemple. Et je sais de quoi je parle parce que c'est un univers où la machine devient vraiment difficile à quitter. Imagine, tu as un iPhone depuis plusieurs années et progressivement tu mets toutes tes photos sur iCloud, tu as acheté quelques applications sur l'App Store, tu as des AirPods qui se connectent automatiquement dès que tu les sors de leur boîte, tu as peut-être un MacBook au travail qui reçoit tes messages d'iPhone directement sur l'écran, tu as une Apple Watch qui suit ta santé depuis des mois et là tu as ton iPhone qui commence subitement à fatiguer. Tu as vu la dernière pub des nouveaux Samsung Fold ou Flip et là tu dis que tu vas peut-être switcher sur Android pour changer. Mais là tu réalises le problème, tes photos iCloud ne sont pas accessibles facilement sur Android, tes applications achetées sur l'App Store tu les perds, tes AirPods fonctionnent toujours mais sans les fonctionnalités avancées. La synchronisation fluide entre tes appareils Apple c'est
ciao. FaceTime avec ta famille, terminé. Les messages bleus avec tes amis, adieu. T'es obligé de tout recommencer de zéro dans un nouvel écosystème. Et c'est ce que les économistes appellent le switching cost, le coût réel, pas seulement financier, mais psychologique et pratique du fait de changer de système. Et Apple a construit le sien pour que ce coût soit le plus élevé possible. Tiens-toi bien parce que les chiffres le confirment encore. En 2026, le taux de fidélité des utilisateurs iPhone a atteint un record historique de 96%. Presque un utilisateur sur 100 seulement quitte Apple chaque année. Et une autre étude a montré que 72% des utilisateurs Mac citent iMessage et FaceTime comme raison principale de ne pas switcher vers un autre système. Ouais, ce ne sont même pas les performances ni le design. Les gars expliquent que c'est la messagerie et les appels vidéo qui les font rester. Apple ne vend pas juste un téléphone, ils vendent une porte d'entrée vers un univers dont il est très difficile de sortir. Et plus t'achètes de produits Apple, plus la porte se referme derrière toi. Aujourd'hui, Apple compte plus d'1 milliard d'abonnements payants à ses services dans le monde. Les gens paient chaque mois pour rester dans l'écosystème. Et le plus fort dans tout ça, c'est que même ceux qui n'ont pas encore iPhone ressentent cette pression parce que leur entourage est dedans, parce que les frictions du quotidien s'accumulent et parce que les 4 mécanismes précédents ont déjà fait leur travail en silence. Ce qui nous amène au dernier point et celui-là, il va tout changer dans ta façon de voir les choses. Alors revenons à la question de départ. Pourquoi les personnes qui critiquent l'iPhone finissent par l'acheter? La réponse elle est là devant toi. Les 5 mécanismes qu'on vient de voir, la keynote qui déclenche la dopamine, le marqueur identitaire, la pression sociale, l'exposition répétée, l'écosystème qui piège, tout ça, la plupart des gens pensent que ce sont des leviers de vente, des techniques marketing pour convaincre les indécis, sauf que ce n'est pas du tout le cas. Ce sont plutôt des leviers de préparation mentale et la différence est énorme. Apple ne te convainc pas au moment où tu achètes, Apple te prépare pendant des années avant que tu ne prennes la décision d'acheter. Et quand tu passes en caisse, tu fais croire à un choix rationnel, sauf que ton cerveau avait déjà décidé bien avant toi que tu allais passer par là. Il y a par exemple Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie, qui a démontré que nos décisions fonctionnent sur 2 systèmes. Le système 1, rapide, automatique, émotionnel, et le système 2 qui est plus lent, réfléchi et logique. Et selon les recherches de Gerald Zaltman de l'université Harvard, 95% de nos décisions d'achat sont prises par le système 1. Le cerveau émotionnel décide, le cerveau rationnel arrive après pour inventer une justification. Concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que quand le hater dit que j'ai fini par acheter un iPhone parce que mon ancien téléphone était mort, c'est son cerveau rationnel qui invente une explication confortable. La vraie décision, elle, avait déjà été prise bien avant. Et tout ça a été influencé par les milliers de keynotes regardées juste pour voir un peu les nouveautés de merde qu'Apple a sorti, par des milliers d'iPhone vus un peu partout dans la rue, par l'inconfort social de la bulle verte et par les frictions quotidiennes avec un entourage 100% Apple par exemple. Et il y a une étude qui illustre ça d'une façon absolument dingue. Le professeur Michael Platt, neuroscientifique à l'université de Watson en Pennsylvanie, a scanné le cerveau d'utilisateurs iPhone et d'utilisateurs Samsung pendant qu'on leur lisait des nouvelles positives et négatives sur les 2 marques. Et voilà ce qu'ils ont trouvé. Les utilisateurs iPhone montraient une réponse émotionnelle forte à Apple, mais les utilisateurs Samsung, eux, ne montraient aucune réaction positive quand on leur annonçait de bonnes nouvelles sur Samsung. Par contre, leur cerveau s'activait clairement sur une chose, les mauvaises nouvelles d'Apple. C'est la seule chose qui déclenchait une réaction dans leur cerveau. La conclusion du professeur Platt est sans appel. Les utilisateurs Samsung achètent Samsung uniquement parce qu'ils détestent Apple. Pas forcément par amour de Samsung, mais par haine d'Apple. Et ça change tout parce que ça veut dire que le hater ne construit pas son identité contre Apple, il la construit autour d'Apple. Apple occupe tout l'espace mental, même en négatif. Et toute la recherche en marketing moderne converge vers un principe simple. Ce qui occupe ton cerveau en permanence, tu finis très souvent par l'acheter. Les haters ne sont pas les ennemis d'Apple, mais plutôt leurs futurs clients les plus prévisibles. Apple le sait et maintenant, toi aussi. Si tu veux connaître la vérité sur la prestation de Justin Bieber à Coachella ou le secret caché derrière l'île de la Skibidi Tentafruit, clique sur l'une des 2 vidéos. Allez, abonne-toi pour rester connecté à l'essentiel et moi je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!